أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Eh bien, chers amis, la présente séquence qui vient vers vous vous présente une petite revue de presse tirée principalement du quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya. Tout d'abord, nous commencerons par un premier titre. Oui, un premier titre en ce qui concerne cette Algérie, comme toujours, cette Algérie d'aujourd'hui, et les réfugiés de Tindouf. Oui, les réfugiés de Tindouf, une fois n'est pas coutume, que l'on peut aisément qualifier, mais vraiment d'accablant. En effet, avec la nouvelle résolution 2654 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, il faut souligner les raisons, oui, les raisons de la satisfaction du royaume marocain. Car le texte a en effet globalement repris tous les paramètres d'une solution politique en y apportant quelques ajustements. Et nous verrons, chers amis, dans cette séquence, quels en sont les termes de référence plus exactement. Ensuite, en seconde partie, à savoir le second titre de cette séquence, nous essaierons ensemble de voir cette Afrique, oui, dans son entièreté presque, qui assène un coup dur au Polisario en exigeant son exclusion de l'Union africaine. Donc cela purement et simplement, puisque en marge de ce qui est appelé des Mi-Days 2022, organisé par l'Institut Amadeus, 16 anciens, oui, pas moins de 16 anciens chefs de gouvernement et de la diplomatie africains ont lancé un appel pour l'exclusion pure et simple de la pseudo-race de l'Union africaine. Mais, chers amis, tout d'abord, nous débuterons cette vidéo par évoquer la question du Sahara marocain et que depuis 4 ans, oui, depuis 4 ans, un cadre de négociation a été mis sur pied avec un format de table ronde, oui, ces fameuses tables rondes de 4 parties. Oui, il s'agit de 4 parties, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et ce pseudo-mouvement séparatiste. Le nouvel émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, des Nations Unies, le diplomate italo-suédois Stéphane de Mistura, se voit mandaté et même soutenu pour relancer le processus sur ces mêmes bases. Il s'agit de conduire une solution politique inscrite dans la durée, dans un esprit de réalisme et de compromis. Le référentiel et l'initiative marocaine en date du 11 avril 2007, déposée à l'époque au Conseil de sécurité et qui, depuis 15 ans, continue d'être qualifiée par cette même haute instance onusienne de sérieuse, crédible et réaliste, pas moins que ça. Elle est et reste prééminente en s'inscrivant dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Cette même résolution, oui, cette même résolution introduit des éléments nouveaux
puisqu'elle précise ainsi la nécessité et l'importance que toutes les parties concernées développent leur position afin de faire avancer une solution. Elle ajoute encore que l'émissaire onusien doit prendre en compte les acquis de son prédécesseur, les paramètres précités de la négociation, et elle appelle à la levée de toutes les multiples entraves imputées au Polisario dans l'accomplissement normal de la mission de la MINURSO. Enfin, elle repose de manière plus marquée la question du recensement des réfugiés dans les camps de Tindouf. Dans ses précédentes résolutions, le Conseil avait retenu une formulation plus nuancée encore, puisqu'en 2020, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ce fameux HCR, ou plutôt UNHCR, avait été prié de continuer à suivre ce dossier. Cette rédaction a fait l'objet d'un léger amendement en 2021 en demandant à nouveau que l'enregistrement des réfugiés soit envisagé et qu'il convient de déployer des efforts à ce sujet. Mais à la nouvelle résolution, oui, cette nouvelle résolution 2654 de fin octobre dernier, la teneur est plus forte encore. Elle se situe dans une ligne d'opérationnalisation de cette opération. Il est ainsi demandé, à nouveau, instamment, que les réfugiés soient dûment enregistrés et qu'il importe que toutes les mesures nécessaires soient prises à cette fin. Mais pourquoi en est-on encore là en 2022? Et à quoi tient cette problématique du blocage de fait d'un recensement, diront certains, simple recensement, fiable et crédible des populations réfugiées de Tindouf? Là reste un gros point d'interrogation qui demeure encore. Mais depuis 1975, le Maroc a posé ce problème devant toutes les instances pertinentes des Nations Unies, alors que l'Algérie, avec son petit Polisario, avance des chiffres totalement inexacts et farfelus, variables d'ailleurs les uns que les autres et d'année en année. Or, cette opération d'immatriculation est exigée par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui définit le terme de réfugié et personne déracinée, ainsi que les obligations juridiques des États pour assurer leur protection. Elle a été adoptée, oui, le 28 juillet 1951 et elle est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Et elle établit des normes essentielles minimales pour le traitement des réfugiés. Elle doit également être appliquée sans discrimination aucune par rapport à la race, la religion ou le pays d'origine du réfugié. Elle prévoit également aussi des dispositions relatives à l'obtention des documents qui leur sont nécessaires, y compris un titre de voyage qui se présente sous la forme d'un passeport par exemple. Et c'est le Haut Commissariat pour le réfugié, le HCR, qui s'est vu convier cette mission. Et le Maroc a adhéré à cette convention le 7 novembre 1956. Oui, le 7 novembre 1956. L'Algérie, le 21 février 1963, enregistré auprès du secrétaire général de l'ONU le 21
février 1963. Et la Mauritanie, oui, la Mauritanie est également inscrite depuis le 5 mai 1987. Depuis une vingtaine d'années, les prises de position de la communauté internationale ne manquent pas, telles par exemple des résolutions de recommandation de l'Assemblée générale des Nations unies qui demandent et réaffirment que l'enregistrement et le recensement sont des préalables à l'exercice du mandat du Haut Commissariat aux réfugiés, qui consiste tout simplement à prodiguer l'aide humanitaire nécessaire aux populations dans le besoin. Et dans cette même ligne, il faut citer la résolution du Parlement européen, également du 30 mars 2015, selon un rapport d'enquête toujours du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, des Nations Unies, l'absence d'enregistrement d'une population de réfugiés pendant une période aussi prolongée, près de 30 ans après leur arrivée, constitue une situation anormale et unique dans les annales du HCR des Nations Unies. À quoi tient donc cette obstruction d'Alger? Il faut la déconstruire, oui, la déconstruire et partant la mettre à nu, et ce à deux niveaux. Le premier niveau a trait à la surestimation des populations réfugiées pour l'instrumentaliser auprès des donateurs et des organisations internationales humanitaires. Un premier sujet et un premier prétexte surtout. Jusqu'à présent, les agences humanitaires, Programme alimentaire mondial, ce fameux PAM et autres, et les autres, assurent la distribution mensuelle de quelques 125 000 bons alimentaires. Voici déjà 5 ans, oui, 5 ans, dans son rapport au Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain, déjà en octobre 2018, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait déjà donc donné à cette époque ce chiffre. Il s'agit d'une estimation des populations. Et le 28 septembre de cette même année, c'est-à-dire 2018, le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, avait publié un communiqué réaffirmant de son côté que ses propres estimations de quelques 90 000 personnes seront maintenues jusqu'à ce que l'exercice d'un enregistrement complet soit conduit en bonne et due forme. Mais à un second niveau, par exemple, il faut faire référence à la nature et à la portée du recensement sur le déroulé et le processus de la question nationale. Et là, il faut apporter plusieurs précisions et qui sont utiles à cet égard. La première base de référence est le recensement officiel de 1974, alors que le Sahara marocain se trouvait encore sous administration espagnole. Et Madrid avait à cette date, document à l'appui, fourni aux Nations Unies un chiffre officiel, celui de quelques 73 497 Sahraouis résidant dans ce territoire. Mais plus exactement, chers amis, que valent toutes ces données? Au fait, toutes ces données supportent deux critiques. La première, c'est que ce chiffre est sous-estimé, dans la mesure où ces mêmes données ne prennent en effet pas en compte les dizaines de milliers de Sahraouis réfugiés dans les provinces du nord du Maroc, c'est-à-dire ceux qui avaient fui les répressions liées à l'opération aéroterrestre franco-espagnole Écouvillon, lancée en février 1958 à des fins de pacification. Et le but en était de démanteler la résistance marocaine, car l'on a compté des centaines de morts marocains. Cette opération
prit fin le 25 février 1958 et des milliers de Sahraouis fuirent la répression. Le recensement espagnol de 1974 est par ailleurs sous-estimé et sujet à caution, en ce sens qu'il a inclus des milliers de nomades de pays voisins, à l'exemple de Mauritanie, du Mali, des Touaregs venus du sud algérien, etc., etc. À la fin de 1975, du 14 au 20 septembre 1975 exactement, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a donné le chiffre de 20 000, de quelques 20 000 personnes, à la suite d'une estimation des autorités d'Alger. Mais en même temps, les rédacteurs de ce même rapport ont considéré que ce chiffre était excessif et n'ont retenu qu'une petite fourchette de données comprise entre 10 000 et 12 000 tout au plus. Il faut aussi noter que selon des informations internes du Polisario lui-même, datant de mai 1975, ces personnes n'étaient que de 7 000 seulement. Le Haut Commissariat aux réfugiés, ce HCR, revient sur cette question dans un rapport confidentiel de mai 2005, dressant une chronologie depuis toujours, donc 1975, se basant sur ces données, sur des données du Croissant Rouge et des officiels d'Alger. Il donne dans l'ordre 20 000 personnes en décembre 1975, 60 000 en janvier 1976, dont 20 000 en Algérie et 40 000 personnes déplacées, 45 000 mars 1976, 50 000 toujours novembre 1976, 150 000 février 1982, 155 000 en 2000, 158 000 en 2004, donc des chiffres qui ne font que s'accroître crescendo, donc toutes des données variables. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Et là, on s'interroge toujours, comment se fait-il que ce chiffre ne fait que augmenter dans une région vraiment désertique où tout le monde a fui. À cette date, l'Algérie a toujours invoqué le chiffre de 165 000 réfugiés dans les camps de Tindouf. Le mouvement séparatiste s'est distingué quant à lui par des chiffres encore plus fantaisistes. Dans les années 80, 200 000, écoutez bien, oui, 200 000, et même 300 000. Et de plus, des ONG, des organisations non gouvernementales, acquises à sa mauvaise cause, ont même avancé le chiffre, écoutez bien, de 700 000 réfugiés. Oui, pas moins que ça. Comment ne pas le reconnaître avec cette Algérie d'aujourd'hui, si ce n'est de toujours, qui manipule grossièrement les chiffres, puisqu'elle double même les chiffres donnés par le Polisario. La différence est frappante entre les reçus de distribution des aides alimentaires et ce qui est réellement distribué. Au cours de l'été 1997, le HCR avait entrepris une grande opération de préenregistrement des réfugiés pouvant être rapatriés dans la perspective de leur éventuelle participation à ce référendum, ce fameux référendum prévu alors par le plan de règlement. Et dans un rapport de mai 2000, plus exactement dans son paragraphe 21, le secrétaire général de l'ONU a précisé qu'à ce jour, le nombre total de réfugiés, représentant quelques 18 751 familles, y compris les nombres de leurs familles immédiates préenregistrées depuis le début des opérations en 1997, à l'aide des listes provisoires des personnes admises à voter établies par la MINURSO et
de quelques 119 698. Quant à la commission d'identification, prévue dans les paragraphes 24 à 27 du plan du règlement, elle avait retenu en janvier 2000 quelques 86 412 personnes sahraouis, soit 2161 de plus par rapport à la liste provisoire de juillet 1999, admise à voter au référendum. Il faut également ajouter que sur les 86 412 personnes identifiées par l'ONU et donc pouvant prétendre au vote référendaire, cette commission n'a finalement retenu que 37 005 personnes, ou 5 Sahraouis plus exactement, dans les camps de Tindouf. Les 46 000 autres personnes se trouvant dans le territoire marocain. À noter que ces mêmes 46 000 personnes avaient récusé 11 886 personnes dans la liste provisoire, et ce dans le cadre de la procédure de recours contre l'inclusion de non-sahraouis. Si l'ONU avait pu mener à bien l'opération de vérification des recours présentés, l'on serait arrivé à quelques 25 000 à tout au plus 30 000 Sahraouis admissibles au vote référendaire. Un chiffre qui n'a rien à voir avec les 119 698 personnes préenregistrées par le HCR. Si l'on veut davantage affiner ces données pour mieux démonter encore la propagande de l'Algérie et du mouvement séparatiste, un autre indicateur est pertinent et opératoire, celui des mesures de confiance, le fameux CBM, mis en œuvre jusqu'à leur suppression, ou suspension plutôt, le 26 mars 2011. Sur les 27 000 bénéficiaires de celle-ci, enregistrés en 2008, le Haut Commissariat aux réfugiés a retenu l'inscription de 18 869 personnes, soit quelques 2 869 familles dans les camps de réfugiés de Tindouf, désireuses de se rendre au Sahara marocain, contre seulement 8 200, à savoir quelques 1625 familles résidant dans le Royaume du Maroc. Il s'ensuit que pratiquement, oui, écoutez bien chers amis, il s'ensuit que pratiquement 70% des réfugiés souhaitent partir des camps. Oui, vous avez bien entendu, 70% des réfugiés souhaitent partir des camps, contre seulement 30%, dans le sens inverse. Alors que globalement, la population dans les camps est de 90 000 personnes. Et le compte est vite fait. Mais les Sahraouis authentiques, originaires du territoire marocain, ne dépassent pas les 40 000 personnes. Et c'est sur cette problématique qui perdure toujours, l'Algérie demeure dans le déni absolu. Donc, une situation plus qu'accablante pour elle, chers amis. Chers amis, nous en venons à notre second titre. Et ce second titre relate que d'anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères africains l'ont clairement, cette fois-ci, affirmé à Tanger. À Tanger, l'adhésion de cette république fantoche du Polisario à l'OUA, à cette époque, ancienne organisation de l'Union africaine, est une aberration historique. Et la présence de la soi-disant RASD, hier, anciennement, à l'OUA, est aujourd'hui au sein de l'Union africaine, l'UA, constitue un frein à l'intégration politique et économique du continent. La présence de l'entité dite RASD au sein de l'Union africaine est une aberration sur le plan politique et juridique, dans le sens
où cette entité ne répond pas aux caractéristiques constitutives d'un État en droit international, a notamment souligné l'ancien Premier ministre de la République centrafricaine, Martin Ziguélé, dans une déclaration reprise par le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya dans son édition de ce lundi 7 novembre. Pour mettre fin à cette situation, d'anciens chefs de gouvernement et de la diplomatie africains, poursuit le quotidien, ce même quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya, vient de lancer l'appel de Tanger. Ainsi, soutenu, écoutez bien chers amis, par 16 anciens premiers ministres et des affaires étrangères africains, en collaboration avec l'Institut Amadeus et en marge des Midays 2022. Ce document appelle à l'exclusion pure et simple de l'entité fantoche soutenue diplomatiquement et politiquement par Alger. En d'autres termes, poursuit Al-Ahdath Al-Maghribiya, en citant l'ancien chef du gouvernement centrafricain, la pseudo-race doit être éjectée de l'Union africaine. Et ce, pour des raisons précises que tout le monde connaît d'ailleurs, à savoir que ce n'est pas un État et que cette entité fantoche favorise la division au sein de l'Union africaine. D'ailleurs, poursuit Al-Ahdath Al-Maghribiya, la présence de cette entité bloque le fonctionnement de l'Union africaine et la perspective de l'unité réelle du continent sur des bases acceptables. Et c'est pour cette raison que les signataires de l'appel de Tanger ont fermement invité les chefs d'État, membres de l'Union africaine, à ne pas laisser survivre en leur sein cette aberration juridique qui non seulement discrédite aujourd'hui plus que jamais l'action de l'Union africaine, mais favorise aussi sa division. De son côté, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Guinée, Mamadi Touré, également cité par Al-Ahdath Al-Maghribiya, a affirmé soutenir l'appel de Tanger, non seulement pour saluer le retour historique du Maroc au sein de la famille institutionnelle de l'Union africaine, mais aussi pour noter et souligner l'anomalie de l'admission d'une entité non étatique qui a été admise au sein de l'Union africaine. L'appel de Tanger a donc pour vocation de corriger cette erreur historique parce que cela crée un dangereux précédent dans l'organisation. Il y va même de la crédibilité de l'institution continentale. Dans le même sens, le ministre des Affaires étrangères des Comores, Fehmi Saïd Ibrahim El-Massili, a relevé que la race n'avait aucune existence légale au sens du droit international. Lui aussi estime qu'une erreur a été commise et que l'expulsion de cette institution au sein de l'Union africaine ne peut que consolider l'unité de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, a-t-il dit, a plutôt besoin de se réunir davantage avec une vision commune et de se débarrasser de ces questions qui n'ont pas à exister. L'appel de Tanger, précise toujours ce quotidien, Al-Ahdath Al-Maghribiya, a été publié à l'issue de la table ronde l'Union africaine à l'aune de la question du Sahara marocain, organisée dans le cadre du forum Midays 2022, tenu à Tanger ces 2 et 5 novembre dernier. Et voilà, donc chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins nous espérons vous retrouver bientôt avec plaisir. Merci pour votre participation en nous écoutant jusqu'au bout, des séquences qui attendent énormément de vous, surtout votre soutien,
votre soutien en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.